dimension, Jean-Marie vous l'a dit, elle vise, je ne sais pas si c'est vraiment prendre un peu de hauteur, parce que c'est faux, vous avez déjà pris d'une certaine manière de la hauteur en réfléchissant à des grands principes, etc. Mais elle vise peut-être à situer cette reconnaissance dont vous avez parlé dans une histoire de la pensée, enfin à la présenter d'une manière philosophique, à vous dire au fond quel est ce philosophe qui s'appelle Hegel, qui, je crois, on peut le dire, le premier à insister sur l'importance du désir que nous avons, du désir d'être reconnu. Voilà. Je pensais en vous écoutant, là, en t'écoutant tout à l'heure, que moi, comme professeur, hein, j'ai exactement les mêmes problèmes que vous. C'est-à-dire que je m'adresse à des gens alors qui ne sont pas des salariés, qui ne sont pas des adultes. Hein, bien sûr, il y a une différence quand même entre des plus jeunes et un professeur, mais qui lui aussi doit prendre en considération le facteur humain. Hein, et c'est vrai que si on aboie sur les gens d'entrée de jeu quand quelque chose ne va pas, ou si on ne fait que souligner grosse tendance très française et très universelle sans doute, les fautes, les erreurs, les insuffisances, ben on risque de passer à côté finalement du métier, de l'occasion de faire progresser quelqu'un. Donc ça serait même bien que tu viennes faire une formation un jour auprès de professeur, tu verrais que on est tous dans votre cas. Hein. Et ne parlons pas de la reconnaissance qu'on pourrait éventuellement devoir à notre responsable, le chef comme on l'appelle. Il y a un côté d'ailleurs un peu puéril, hein, et souvent les directeurs de lycée sont des gens qui vivent dans une grande solitude, hein, parce que je peux vous dire que comme public difficile, les professeurs sont des champions, hein, vraiment très durs avec les autres. C'est culturel sans doute, comme tu dis. Alors je ne vais pas être long là-dessus, on en reparlera peut-être tout à l'heure, parce que justement, je me propose de faire un petit topo sur ce fameux désir de reconnaissance dont a parlé le philosophe Hegel, et puis ensuite, l'idée c'est peut-être d'échanger, alors vous l'avez peut-être beaucoup fait, mais échanger peut-être à partir de ce que je vais dire. Alors je vais essayer de pas adopter un ton trop professoral, etc. Maintenant, il y a quand même un petit topo que j'ai préparé, j'ai besoin de le voir, donc soyez pas surpris si je regarde mes papiers de temps en temps. Alors, moi quand en classe, tout simplement, nous abordons l'année de philosophie avec mes élèves, je leur dis, on va commencer par le début. Hein. Le début de la philosophie, c'est se connaître soi-même, comme le disait Socrate, connais-toi toi-même, et c'est de comprendre ce qu'est l'être humain. Chose qui, paradoxalement, est loin d'être aisée. Nous sommes des êtres humains, et pourtant nous connaissons si peu ou si mal. Et un des thèmes qui arrive immédiatement, ou presque immédiatement, c'est le thème du désir. Nous sommes des êtres de désir. Oui, mais désir de quoi, finalement? Qu'est-ce que nous désirons fondamentalement? Et là, il y a une réponse tout à fait intéressante donc, de ce philosophe qui s'appelle Hegel, qui est que nous désirons de la reconnaissance. Alors Hegel, pour vous le dire en un mot, c'est un philosophe allemand du début du XIXe siècle. Il est mort dans les années 1830, il a eu des fonctions de responsable, il a été directeur d'un collège, enfin équivalent d'un lycée, donc lui aussi était une sorte de manager. Je ne sais pas si ça l'a inspiré, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a mis les mains dans le cambouis aussi à certains égards. Et il est très important, même s'il est très difficile à lire, et peu de gens le lisent vraiment, il est très important parce qu'il a une grande influence sur Karl Marx. Et là, vous savez bien l'influence que ce Karl Marx a eue. Il a contribué d'une certaine manière à forger, ou à permettre à Marx, par réaction, hein, à forger ses outils de réflexion. Voilà. Alors, ce fameux désir de reconnaissance, quel est-il? Bon. Pour commencer, un désir, c'est une tendance, une inclination hein, vers un objet dont on attend du plaisir, dont on espère obtenir une satisfaction, une fois qu'on l'aura possédé. Bon, nous désirerions, dit Hegel, la reconnaissance. Alors, pour bien comprendre ce désir, il est intéressant de constater qu'il fait une différence entre l'animal et l'être humain, sachant que nous sommes aussi des animaux. Alors, les animaux, donc nous aussi, en tant qu'animal, qu'est-ce que nous désirons ? En fait, nous avons surtout ce qu'on pourrait appeler des besoins et non pas des désirs en tant qu'animal. Enfin, l'animal a des besoins. Alors, il a des besoins de nourriture, il a le besoin d'un partenaire sexuel, il a peut-être aussi un besoin de sécurité, etc. Mais son besoin est limité
il est, j'allais dire, il est connu, ou il peut être connu, et il est relativement facile à satisfaire. Ça, c'est l'animal. L'être humain, lui, en revanche, poursuit Hegel, ne se limite pas à cela. Certes, il est aussi un animal, mais en tant qu'humain, il a un désir qui ne se limite pas à un objet très facile à cerner. En fait, on croit savoir ce que l'homme désire, nous croyons nous-mêmes que nous désirons tel ou tel objet, situation, poste, fonction, etc., tel ou tel honneur, réussite. Et puis, généralement, nous y voyons très flou en nous-mêmes, nous nous trompons. Il faut comprendre que ce désir humain, finalement, il ne porte pas sur un objet, ou plus exactement, l'objet de notre désir n'est jamais qu'un médiateur, n'est jamais qu'un moyen d'aller vers autre chose. Et cette autre chose, c'est la reconnaissance. Donc, désir d'un objet, mais au fond, cet objet n'est que le moyen de la reconnaissance. Alors, si on prend un texte d'un des commentateurs fameux de Hegel, qui parle du désir érotique, pour commencer par ce désir érotique, ce qui est intéressant, c'est que, contrairement à l'animal, l'être humain ne se satisfait pas de la simple satisfaction d'une pulsion sexuelle, ne se satisfait pas de la simple possession d'un corps. Ça, c'est un besoin, et au fond, je dirais, il peut se satisfaire avec un peu n'importe qui, une prostituée par exemple. Mais notre désir, là je crois que ça est clair, il ne peut se satisfaire qu'avec certains partenaires choisis, particuliers. Pourquoi ? Parce qu'au fond, nous ne désirons pas seulement un plaisir, la satisfaction d'une pulsion, nous désirons surtout être aimés, si on est un peu romantique, nous désirons être désirés par notre partenaire, et pas seulement, je vais y revenir, et nous désirons être reconnus. Aimés, reconnus, estimés, aimés, reconnus. Alors, pensons à la personne que nous désirons, que nous convoitons même peut-être, disons-le comme ça. Au fond, nous serons satisfaits d'une relation amoureuse s'il y a une forme de réciprocité, un amour réciproque, c'est-à-dire, là ici c'est une reconnaissance. La reconnaissance, tu as des qualités, tu es aimable pour telle ou telle raison, peu importe lesquelles, mais voilà ce que je reçois en retour de mon ou de ma partenaire. Mais c'est pas tout. Dans la relation amoureuse, c'est ça qui est intéressant, elle est comme un triangle en fait. Il y a toujours autrui, il y a toujours d'autres. Il y a toujours un autre ou une autre ou des autres autour de moi. Et ça introduit vraiment bien, je crois, la réflexion sur la compréhension, notre compréhension sur ce qu'est la reconnaissance. Il y a les autres. Au fond, dit Hegel, assez crûment, pourquoi désirons-nous telle ou telle femme en particulier ? Ben parce qu'elles sont désirables et désirées par les autres. Parce que les autres la désirent. Je ne désire que ce que les autres désirent. En général, notre désir est allumé, si on peut utiliser cette métaphore, par le fait que d'autres autour de moi envient la situation à laquelle j'aspire, le partenaire, la partenaire, etc., etc. Si personne ne désire cette chose-là, moi non plus, je ne la désirerai pas, ou du moins pas autant. Donc un moteur de notre désir, c'est le regard des autres, le jugement des autres, le désir des autres. Plus il y a de désir, plus autour de moi il y a de désir, plus moi-même je désirerai fortement cette chose. Et au fond, je disais que dans le texte auquel je pense, je ne voulais pas apporter, c'est un peu compliqué tout ça et pas très intéressant, et je vais aller à l'essentiel, mais il fait une analogie entre justement la partenaire désirée dans une relation amoureuse et une médaille, une décoration, un trophée. Au fond, de même que le soldat, on est à l'époque des guerres napoléoniennes, va chercher à s'emparer du drapeau de l'ennemi pour se couvrir de gloire, au fond, dans le rapport amoureux,
il y a quelque chose de cet ordre-là. Dans le désir amoureux, en tout cas, il y a quelque chose de cet ordre-là. Disons-le crûment, au fond, les femmes sont pour les hommes des trophées, et sans doute réciproquement aussi. Voilà. Alors bien sûr, si on est un peu plus romantique et moins dans une réflexion sur le strict désir érotique, c'est sûr que l'amour, ce n'est pas que cela, il y a cette dimension-là, mais il y a aussi la bienveillance pour la personne et bien d'autres choses, le bien que l'on veut à la personne que l'on désire. Mais si je me fie au simple désir d'un don Juan, par exemple, au simple désir érotique, il y a cette dimension-là. Le trophée que je vais pouvoir brandir et montrer à tout le monde. Le tableau de chasse, exactement. Alors, pourquoi est-ce que j'ai commencé par là? Pour titiller un peu votre curiosité, mais parce que je voulais introduire l'idée que la relation ici entre les partenaires dans une relation de reconnaissance, elle est complexifiée par le fait qu'il y en a d'autres autour de soi. Alors, petite chose au passage, pour l'instant, on va parler de reconnaissance. Nous désirons être reconnus. Généralement, entre nous et entre vous, vous allez dire je désire être estimé, estimé par mon patron, estimé par mes collaborateurs, etc. Mais n'oublions pas quand même notre dimension. On peut aussi, c'est un peu pervers, mais on peut aussi désirer être craint, par exemple. Désirer désirer faire peur. Enfin, bon, bref, il y a toutes ces dimensions-là. Le pervers narcissique, c'est ça qu'il désire. Bon, je vais me cantonner à quelque chose de plus civilisé, mais dans cette dimension de reconnaissance, il y a absolument toutes les possibilités. Elles sont toutes là. Alors, j'en viens maintenant au rôle d'autrui, justement. Au fond, la véritable reconnaissance, bien sûr, elle nous est accordée par autrui. Donc, dans la relation amoureuse, ma partenaire, et puis peut-être les autres qui m'envient. Bon, pour ma bonne fortune. Mais il y a toujours autrui. Et si nous étions seuls, on peut faire le pari donc que le désir s'évanouirait et que nous deviendrions, comme Robinson sur son île, à nouveau des êtres de simples besoins. Toute la construction liée à la civilisation, tous les éléments de la civilisation, aussi bien le prestige social sous quelque forme que ce soit, les objets, les personnes que nous pouvons éventuellement dominer, bon, c'est un élément souvent du prestige, y compris dans la civilisation, tous ces éléments-là seraient en quelque sorte ruinés. Alors, sans autrui, donc dans la solitude, pas de désir. Et au fond, pas non plus de véritable jouissance. Il y aurait un plaisir, mais le plaisir lié à la satisfaction des besoins est de plus faible intensité que la jouissance liée à la satisfaction de nos désirs. Il y a quand même une gradation. Bon, alors, il y a un besoin donc d'exhiber ses biens, d'exhiber sa réussite, de faire connaître, de faire savoir. Il y a des entreprises où on va... chez Bouygues, à l'époque, je crois qu'on mettait des petites décorations, finalement, c'est comme la Légion d'honneur, il y avait l'employé du mois, etc. Bon, ça, c'est quelque chose qui est important. Je ne vais pas tout de suite faire le lien avec ce que vous allez faire, vous, dans votre métier, et ce que je dois faire moi aussi dans mon métier, mais en passant, parce que j'y songe à l'instant, il faut peut-être ne pas oublier cette dimension de la reconnaissance, même si les gens sont humbles, ils préfèrent qu'on ne les applaudisse pas devant tous les autres, il y a quand même cette part, il ne faut pas l'oublier. Dans un bureau, entre quatre yeux, peut-être que la reconnaissance n'est pas complète. Si votre patron vous dit bravo mon vieux, mais si c'est pas su dans l'équipe, peut-être qu'il y aura un goût d'inachevé. Bon, j'en reviens à cette fameuse reconnaissance que nous voulons obtenir grâce à autrui et devant les autres, donc qui a un caractère ostensible. Elle explique bien des choses. Elle explique que finalement, si j'ai une Ferrari, je ne vais pas la laisser au garage. Mais si j'ai une Ferrari, attention qu'elle ne devienne pas, dans un certain contexte culturel ou devant certaines personnes, un objet non pas de désir, mais un objet de mépris. Peut-être certains se diront, c'est un vrai con celui-là avec sa Ferrari, ce que je croyais être un symbole de réussite va se retourner contre moi. Donc attention là aussi à ce que l'on pense pouvoir
faire plaisir à quelqu'un, attention à la forme de la reconnaissance. Il y a des modes de reconnaissance qui ne satisfont pas vraiment celui qui en est le destinataire. Donc, je prends l'exemple, donc la Ferrari, on comprend tous, hein, je crois. Je prends l'exemple de quelque chose qui flambe de nos jours, l'art. Pourquoi est-ce qu'il y a une telle ruée vers l'art, d'une certaine manière? Pourquoi tous ces milliardaires chinois, russes et autres se précipitent et achètent des œuvres? Parce qu'elles sont de plus en plus regardées, hein. Les expositions, les voyages, il y a une visibilité de l'art qui fait que c'est un moyen de se distinguer, hein. Là aussi, attention que ça ne se retourne pas, parce que si un jour, par exemple, tous nos François Pinault et autres Louis Vuitton pas Louis Vuitton, pardon, mais Bernard Arnault, qui investissent des sommes absolument considérables, apprenaient que l'art contemporain dont ils se sont fait les champions perd de sa valeur, aux yeux en tout cas je sais pas, des intellectuels, de ceux qui font un peu l'opinion, ils pourraient passer finalement pour des dindons, quoi. Enfin, il faut faire attention finalement à ce que l'on fait. Quand on cherche la seule reconnaissance, évidemment, on a le droit d'aimer ce que l'on veut dans le domaine de l'art. J'ajoute une chose, je ne veux pas être trop hors sujet, mais je pensais aussi à ce retournement, à la manière dont un objet qui est au fond qu'un prétexte, hein, pour obtenir les suffrages des autres, la faveur des autres, peut se retourner. La cigarette, par exemple. Moi, quand je parle à mes élèves, on a 17-18 ans, la cigarette, c'est encore assez populaire, peut-être. Bon, il y a des campagnes depuis 50 ans pour détourner les gens du tabac. Pourquoi ça ne marche pas auprès de la jeunesse? Parce que ce qu'il faudrait réussir à faire, c'est ringardiser le produit, en fait. Je crois qu'il y a des campagnes qui cherchent à le faire, mais ce que font toutes les marques de tabac, c'est lui donner un côté cool, festif, etc., branché, tout ce qu'on veut. Mais la seule manière de toucher le public jeune qui est très attentif à son image, c'est de lui faire comprendre que ce produit ne lui apportera pas ce qu'il espère, c'est-à-dire c'est cette reconnaissance-là d'être quelqu'un, je sais pas, cool ou je sais pas quoi. Bon. Voilà, donc les objets portent en eux, d'une certaine manière, sont comme des émetteurs de signes, et attention à ne pas se tromper à leur signification. Attention, quand on veut signifier quelque chose, quand on s'habille, hein, chacun, on le sait, il y a des vêtements qui vont passer dans certains contextes, d'autres qui vont être à côté. Si j'arrive, enfin vous le savez tous, trop bien habillé, ça peut être une source d'embarras même, ça peut être mal compris, mal vécu, enfin, ça dépend du contexte social. Bon, donc seul autrui peut satisfaire notre désir. En tout cas, autrui doit être là pour que mon désir soit satisfait. En réalité, c'est autrui ou éventuellement, pour être un peu moins limité, éventuellement, ce que j'en imagine, donc autrui et ce que j'imagine de son jugement, ou éventuellement peut-être la postérité, par exemple. Si on prend de grands artistes comme Van Gogh, qui n'ont jamais été reconnus de leur vivant, je pense que la seule manière de tenir le coup, psychologiquement, pas de devenir dingue, en fond, hein, quand on s'acharne et qu'on est dans l'échec, c'est de faire le pari qu'un jour quelqu'un me reconnaîtra. Mais il y a des reconnaissances impossibles aussi. Parce que je vais vous donner deux noms de personnages dont un dont j'ai lu la biographie il n'y a pas très longtemps, Winston Churchill par exemple. Bon. Winston Churchill, son malheur c'est que son père est mort trop tôt. C'est le malheur aussi de Romain Gary. Sa mère est morte trop tôt. Donc cette reconnaissance après laquelle ils couraient, ils ne l'ont jamais eue en réalité. Parce que qui comptait à leurs yeux? Le père de l'un, la mère de l'autre. Enfin, le père de l'un qui n'avait pas su estimer son fils, hein. On sait que le jeune Winston Churchill passait pour un crétin aux yeux de son père. La mère de l'autre qui aimait comme une folle son fils, mais qui est morte prématurément avant qu'il n'accomplisse le rêve de sa mère, de devenir ambassadeur de France, et français, etc., et écrivain. Donc, voilà, il y a aussi cette dimension à avoir en tête. Certaines reconnaissances, finalement, sont peut-être impossibles.
pour illustrer ça, enfin bon, vous avez compris, mais j'ajoute un élément. Vous avez peut-être vu ce film qui est très juste de ce point de vue-là, ce film Première année, où on voit deux étudiants en médecine qui préparent leur première année de médecine, c'est sorti il y a 3-4 ans. Et c'est très bon parce que ces deux-là travaillent avec acharnement, l'un plus que l'autre, mais finalement c'est celui qui était un peu détaché, enfin qui jouait un peu les dilettantes, qui obtient sa réussite, mais elle ne vaut absolument rien à ses yeux. On le découvre parce que ce qu'il attend essentiellement, c'est la reconnaissance de son père, qui ne vient pas. Son père n'est même pas là pour le féliciter, pour fêter son succès, etc. Et j'allais dire de dépit, il abandonne ses études de médecine. Le film le montre très bien, le dernier quart d'heure est assez révélateur. Alors, est-ce qu'on peut se passer du jugement d'autrui? Bon, une machine ne nous satisfera jamais, clairement. Une machine ne satisfera, j'en prends le pari, jamais notre désir de reconnaissance. Ou alors il faudrait vraiment qu'elle se fasse passer pour un humain de manière absolument remarquable. On peut se situer dans une perspective de science-fiction. Peut-on se passer du jugement d'autrui? Comment s'en passer? Est-ce qu'on est plus ou moins sensible au jugement des autres? Alors on sait que les enfants sont très en attente du jugement, du regard des autres, spécialement de leurs parents. Mais est-ce que nous qui sommes adultes, nous pouvons justement penser que, d'où ce que vous avez dit tout à l'heure, penser que nous sommes au-dessus de tout ça? Au fond, quand on nous félicite, on joue les modestes, ou on fait celui que ça ne concerne pas. Moi je dirais que, au fond, le besoin de reconnaissance est inversement proportionnel à l'estime personnelle que l'on a pour soi. Si l'on est vraiment conscient de sa valeur, si l'on se juge soi-même très positivement, si on est solide au fond comme un roc, de ce point de vue-là, j'ai une forte estime de moi-même, c'est vrai que les crachats, les colibés, les insultes, etc., bon, ok, les chiens aboient, la caravane passe, et ça m'indiffère. Mais rares sont les gens qui ont ce cuir-là, qui ont cette capacité à faire abstraction des critiques. De ce point de vue-là, on reste tous le petit garçon qu'on a été, souvent, mais n'empêche qu'il est bon, alors, il est bon de conforter autant qu'on le peut, je dirais tout au long de la vie, surtout dans sa jeunesse, mais tout au long de sa vie, l'estime que l'on a, l'estime que l'on a pour soi, l'amour de soi, comme dit Rousseau, qui fait une distinction entre l'amour propre, donc c'est l'amour que je cherche à obtenir des autres, le regard que je cherche à obtenir des autres, et l'amour de soi, au fond, que je cultive en moi-même parce que finalement je sais ce que je vaux. Je sais ce que je vaux, j'ai fait mes preuves, voilà, Gérard Depardieu, vous pouvez lui crier dessus, qu'est-ce que ça fera? Alors, de ce point de vue-là, je ne suis pas très d'accord, enfin, je ne vais pas lancer des philosophes, avec une remarque intéressante, a priori, de Nietzsche, qui disait que le désir de reconnaissance, Yves Franco, il dit c'est un désir d'esclave. Le désir que nous avons d'être reconnus, c'est bien une mentalité d'esclave. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est un désir de faible, en fait. Il faut vraiment être faible pour avoir besoin des applaudissements, pour requérir l'approbation des autres. Dans une démarche aristocratique, de puissance, de force, il y a toute une symbolique, Nietzsche considère que je puis me passer du jugement d'autrui. À mon sens, il se trompe, ou exactement il faudrait compléter. Je pense que ceux qui sont forts, comme il les appelle, ceux qui ont cette estime d'eux-mêmes, au fond, l'ont constitué comme se sont constitués des provisions, enfin, comme un bagage acquis au cours de la jeunesse, se sont forgés cette estime d'eux-mêmes grâce à la reconnaissance qui leur venait des autres. Si l'on a bénéficié au cours de son enfance
d'une approbation, du regard bienveillant des adultes autour de soi, etc. On a cette estime de soi. Si l'on a eu des succès, quels qu'ils soient, hein, de tous ordres, eh bien, on a cette estime de soi, hein, je suis capable de, je sais ce que je peux faire, etc., etc. Mais je crois qu'en l'absence de ces éléments, eh bien, personne ne peut se considérer au-dessus, hein, du jugement de reconnaissance, du désir de reconnaissance. Donc je crois qu'il est universel. Et le seul bémol, la seule petite, pour récapituler ce que je viens de dire, la seule petite exception, c'est vrai, ces gens qui sont tellement assurés de leur valeur qu'ils ne quémandent jamais la reconnaissance des autres. Alors, mais il n'y a de reconnaissance, on l'a dit, que de certaines personnes. Toute reconnaissance, enfin, plutôt, tous les sujets, enfin, toutes les personnes autour de moi n'ont pas la même valeur à mes yeux. On l'a dit, pour Churchill, c'est son père. Pour un grand artiste, ce sont ses pairs, ceux qu'il reconnaît comme étant eux-mêmes des gens qui ont la faculté de le juger. Pour un grand scientifique, ce sont aussi ses pairs, et qu'importe l'incompréhension, les tomates qu'il reçoit de la part du public, qui n'y connaît rien. Hein. Vous voyez bien, donc on accepte et on veut être jugé par des gens que l'on estime soi-même. Donc il y a ce que l'on appelle en philosophie, d'un terme un peu jargonneux, pardon, je l'utilise quand même une fois, il y a une notion d'intersubjectivité. C'est-à-dire que moi, en tant que sujet, j'attends de la reconnaissance de gens que j'estime moi-même comme étant des sujets, pas des moins que rien, quoi. Pas des objets, pas des esclaves, pas des moins que rien. Donc, ça peut expliquer aussi peut-être que parfois nos inférieurs, hiérarchiquement parlant, s'ils nous applaudissent d'une manière ou d'une autre, bon, nous laissent un peu froid. Peut-être que certains ne sont pas sensibles aux marques de reconnaissance de leurs collaborateurs, par exemple, parce qu'au fond, ils sont un peu imbus d'eux-mêmes et ils ne reconnaissent pas ces collaborateurs comme étant capables de leur renvoyer en retour du positif. Voilà. J'essaie de complexifier un petit peu les choses, mais tout applaudissement n'a pas la même valeur. Tout dépend qui m'applaudit. Hein. Alors, pour donner une dimension peut-être plus collective à ce qu'on est en train de dire, qui pour l'instant se limite à l'individu que nous sommes, Hegel, toujours, hein, j'y reviens, dit dans le texte auquel je faisais référence que la reconnaissance, ce désir de reconnaissance, c'est le moteur de l'histoire. C'est un élément qui a constitué notre humanité. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est-à-dire que si nous n'avions pas eu ce désir, nous serions restés des animaux. On se serait contenté de notre steak de mammouth devant la caverne et on n'aurait jamais rien conquis de ce que nous avons réussi à bâtir, hein, cette culture. Au fond, c'est parce que il faut être un homme pour avoir une ambition, l'ambition du grand conquérant, qu'il y a eu de grandes conquêtes. C'est parce qu'il faut être un homme avec un désir de domination, hein, sur d'autres qu'il y a eu de grands empires. Sinon, on se serait cantonné sans doute à notre situation modeste d'animaux un peu plus doués que les autres, intellectuellement parlant, et voilà. Donc, en réalité, ce puissant désir de reconnaissance, qui est un moteur qui fonctionne bien, a permis à l'humanité de mettre en marche des conquérants, je l'ai dit, des savants, des artistes qui veulent se couvrir de gloire, etc., etc. Je pense que s'il n'y avait pas ce moteur, s'il n'y avait pas eu ce moteur, toutes ces conquêtes dont on pourrait faire la liste ici n'auraient pas été obtenues. Et au fond, ça signifie aussi qu'au-delà des hommes, les peuples ont besoin de reconnaissance. Les peuples ont besoin de s'estimer eux-mêmes. Les peuples sont avides d'un regard positif posé sur eux. C'est pourquoi nous sommes fiers quand notre équipe
je sais pas, l'équipe de France remporte la Coupe du Monde, ou quand notre patrie, qu'on sort de notre patrie, un grand homme qui va avoir une forme de reconnaissance universelle. On s'approprie le prestige de cette personne qui fait partie de la famille, au fond. Hein. Et on a besoin de cela. Et c'est pourquoi aussi les politiques, je pense à De Gaulle, je pensais l'avoir noté quelque part, mais manifestement non. Si, De Gaulle, oui, a opté, par exemple, après la Seconde Guerre mondiale, pour une politique délibérée d'occultation de la collaboration, parce qu'il savait bien que le peuple français avait besoin de se remettre debout après l'humiliation de 1940, et que ça passait, en tout cas pour un temps, à tort ou à raison, hein, il s'est peut-être trompé, hein, pour en discuter, ça passait par le fait de galvaniser l'estime de soi en mettant l'accent sur la résistance, hein, et sur les héros de la France libre. Voilà. Donc il y a ce côté-là. Et les dirigeants le savent parfaitement. Les dirigeants d'entreprise, les dirigeants politiques, ils le savent parfaitement. Alors, j'en viens dans un instant à quelque chose de peut-être un petit peu plus concret. Juste encore un point. Donc, dans toutes les cultures, hein, ça c'est ce que nous enseigne l'ethnologie, il y a des formes de prestige et il y a une lutte pour la reconnaissance entre les hommes. Il n'y a pas de culture qui se contente de poser une égalité entre les hommes. Il y a toujours entre les hommes une forme de rivalité. Il y aura toujours un chef quelque part qui voudra posséder ce que les autres ne possèdent pas. La lutte pour le prestige, elle est sans fin. Et elle va irriguer toute la société. On la retrouve, moi, dans mon métier, dans cette compétition scolaire dont on dit souvent qu'il ne faut pas nous l'exacerber. Nous, les profs, on n'est pas là pour instiller ça chez nos élèves. C'est ce que j'entends parfois, hein, je ne suis pas forcément d'accord avec cette idée. Mais de fait, moi, je le vois bien. Vous mettez deux élèves l'un à côté de l'autre, en réalité, ils sont toujours en train de savoir lequel a la meilleure copie. C'est notre mentalité. Voilà. Alors non, sur quoi fondamentalement porte cette reconnaissance? Ou plus exactement, qu'est-ce qui va nous obtenir? Qu'est-ce qui va nous faire obtenir cette reconnaissance? Ça va, j'espère que je suis clair, hein, j'ai dit, je récapitule. Nous avons un désir de reconnaissance, nous l'avons tous, il nous vient d'autrui, c'est un désir éperdu finalement, hein, très peu sont capables de négliger cette dimension-là. Oui, mais comment l'obtenir, cette reconnaissance? Et c'est là que c'est intéressant. Ce désir de reconnaissance, au fond, est-ce qu'il peut passer par l'argent? Est-ce qu'il peut passer par le bonus? Alors on va voir que c'est très subjectif, bien entendu. Ce qui va marcher pour l'un ne va pas marcher pour l'autre, et vous le savez avec vos équipes sans doute. Mais fondamentalement, tu as fait référence tout à l'heure aux travaux difficiles, hein, à la difficulté. Ben, je crois que c'est quelque chose de très important. Je voudrais y venir. Alors, ce que dit Hegel d'abord, et puis ensuite une application peut-être plus concrète. Ce que dit Hegel, c'est que nous désirons voir reconnue notre humanité. Bon, qu'est-ce qu'il appelle notre humanité? En fait, ce qui fait vraiment l'humanité de l'homme, c'est sa liberté, sa capacité à ne pas être comme un animal voué à des instincts qui le poussent à tout faire pour survivre. L'animal va fuir le danger. L'homme est le seul, enfin, j'espère que c'est vrai ce que je dis, hein, mais c'est ce qu'il dit, l'homme est le seul à pouvoir faire face. L'homme est le seul, finalement, à défier plus fort que lui-même. Il n'y a que face à Goliath, il y a David qui se dresse, mais un animal ne ferait pas cette connerie, en fait. Il n'y a que les hommes pour être aussi fous que celui qui risque sa vie. Et donc nous admirons, je crois fondamentalement, c'est ce que dit Hegel, les hommes qui affirment leur liberté, leur capacité à fuir cet instinct, à s'abstraire, à dépasser cet instinct, cette volonté de survie. Nous admirons ceux qui sont capables de mettre leur vie en jeu. Nous admirons les dissidents, plus que le tennisman qui gagne tous les matchs, je crois. En fait, au fond de nous-mêmes, je ne sais pas si pour vous c'est une évidence, mais pour moi ça l'est devenu, je crois que les vrais héros, c'est Jean Moulin, c'est peut-être, pardon ça date un peu, mais Mohamed Ali quand il monte sur un ring de boxe,
parce qu'il met aussi d'une certaine manière sa santé, sa vie en jeu, plus que le gars qui a fait fortune sans rien risquer, quoi. Enfin, en risquant peut-être sa réputation, mais le vrai héros, c'est peut-être aussi Mère Teresa, parce qu'elle a sacrifié non pas sa vie, mais des éléments égoïstes, des intérêts égoïstes. Hein, elle a peut-être donné enfin, celui qui a donné sa fortune, et pas tellement la starlette narcissique. Hein. C'est ça, au fond, je crois que ce que tous les hommes partout admirent. C'est celui qui est capable de sacrifier quelque chose de lui-même. Alors on ne demande pas dans une entreprise aux gens de faire cela, mais on le demande à l'armée. On le demande peut-être chez les pompiers. Il y a des domaines où ça peut aller jusqu'au sacrifice suprême. Et pourquoi est-ce que je dis ça parce que je voulais en venir à l'idée euh, que tu as dit tout à l'heure, c'est qu'il y a des métiers où les gens sont spécialement fiers, alors qu'ils vivent dans des conditions très difficiles, parce qu'on leur demande des choses très difficiles. Et ils sont fiers du fait qu'on leur demande des choses très difficiles. Je pensais aux mineurs, alors ça date, hein. Ni vous ni moi n'avons connu ce temps des mineurs, ou presque plus, mais pourquoi il y avait une telle fierté dans cette vie assez épouvantable des mineurs? Parce qu'au fond, ils risquaient quand même leur peau, leur santé, etc. Alors aujourd'hui, on pourrait trouver plein d'équivalents, enfin on pourrait trouver plein, je ne sais pas justement, peut-être que les tâches sont parfois trop faciles, un peu fastidieuses, un peu faciles, et physiquement, et dans le péril aussi, mais j'ai l'impression que ce que veulent les hommes, peut-être pas dans leur vie professionnelle, mais à voir, c'est vous qui le direz, c'est parfois quelque chose d'exaltant et d'un peu périlleux. Euh, Ce qui fait vibrer celui qui s'engage à l'armée, c'est que oui, il y a quand même quelque chose, il risque sa peau. Euh, Ce qui fait tout l'honneur de cette carrière, c'est cela. Et donc la reconnaissance ne s'achètera pas, au fond. Vous ne pouvez pas l'obtenir avec de l'argent, avec des biens matériels. La vraie reconnaissance, euh, vous n'aurez pas grand-chose là. Euh, je voudrais terminer, peut-être ouvrir une discussion avec vous, parce que je sens que je vais être trop long sinon, par la référence à un article que j'ai lu il y a quelques années, puis c'est toi qui m'as rappelé que ça t'avait marqué quand on avait parlé ensemble. C'est, je crois, Michel Irigoyen, qui est un sociologue, Philippe Diribarne, excusez-moi, Philippe Diribarne, qui est un sociologue qui avait écrit au moment de la crise des Gilets jaunes un papier dans Le Monde, je crois, très intéressant sur la difficulté du dialogue social en France. Il parlait de Macron, il parlait des Gilets jaunes, mais je crois que ça pourrait s'appliquer à bien des situations. Il disait au fond, euh, il faisait référence au fond aussi à la réforme de la SNCF à l'époque. Les cheminots devaient perdre leur statut. On sait tous que les cheminots ont un statut très protecteur, et ça fait souvent hurler d'autres catégories de salariés qui ne comprennent pas pourquoi les cheminots s'accrochent à leur statut. Alors on peut se dire leur privilège aussi. Mais ce que disait ce sociologue, c'est que le statut de cheminot, c'est comme ça qu'il l'analyse, c'est plutôt à comprendre comme un statut euh, de personnes qui sont là pour le service public. Au fond, ce qui les rend fiers de leur métier, c'est de ne pas être au service d'intérêts privés, mais d'être au service du public. Je ne sais pas s'il faut croire cette analyse, hein, je vous la livre, mais en tout cas, ça pourrait être transposé à d'autres métiers, d'être désireux finalement, d'être reconnu pour une forme de capacité à ne pas s'intéresser qu'à des intérêts privés, au fond. Voilà. C'est ce qui peut motiver aussi des gens qui sont des fonctionnaires. Aucun d'entre vous ici, je pense, n'est ou ne sera fonctionnaire, n'a été ou ne sera fonctionnaire, mais il y a des gens qui s'engagent dans des domaines de la vie sociale euh, par goût de l'intérêt général. Et donc, ça va être une valeur qui va, euh, je dirais, servir de fil conducteur à toute leur carrière. Alors, à condition qu'ils ne soient pas simplement à l'hypocrisie, hein, bien entendu. Mais certains vont avoir la tête haute parce qu'ils sont fiers de faire quelque chose qui n'est pas si courant dans la société, finalement. Travailler à une œuvre commune, à une œuvre publique, à l'intérêt général et pas à l'intérêt de quelques-uns. En tout cas, c'est comme ça qu'ils perçoivent leur fonction. Hein, je voulais vous le dire. Alors, ils vont voir une noblesse là-dedans.
Et si notre dialogue social est si rouillé ou si difficile, dit ce sociologue, c'est parce que nous sommes, nous Français, dans une société de classe. Nous sommes restés, malgré la Révolution française, des gens qui avons l'esprit d'ancien régime. Et chacun tient à ses privilèges et refuse absolument de les remettre en cause. Tout refuse ces remises en cause que parfois l'État demande en cas de réforme. Et surtout, nous sommes des gens qui avons encore une mentalité d'ancien régime, dans la mesure où nous, nous ne considérons pas les autres comme nos égaux. Nous avons plus de mal, par exemple, que les Européens du Nord. J'espère ne pas dire une bêtise là aussi, je parle sous couvert de Philippe Diribarne, qui est un grand sociologue, je pense qu'il dit, il sait ce qu'il dit. Nous avons moins que, par exemple, des gens comme les Scandinaves, le sens du dialogue, la capacité à se mettre autour d'une table et à se reconnaître comme vraiment des égaux. Un patron, je crois, dans ces entreprises du Nord, se mettra plus facilement à la table avec les syndicats pour négocier. On voit mal le patron de la SNCF le faire. Il enverra son directeur délégué à cette tâche-là, mais il aura le sentiment que ce serait un peu déchoir que de se mettre au niveau de ces gens qui ne sont pas vraiment ces égaux-là. Et donc Philippe Diribarne, c'est ça, dit une des conditions pour que le dialogue social se dénoue, se dégrippe, soit plus facile, c'est de cesser cette posture qui est vraiment un héritage de l'Ancien Régime, consistant à se croire finalement, parce qu'on a fait telle ou telle école, parce qu'on a tel ou tel diplôme, parce qu'on vient de tel ou tel milieu, supérieur. Se croire supérieur, c'est la maladie qui empêche tout, et qui empêche la reconnaissance, qui est le début du dialogue, le préalable du dialogue. Il faut que je puisse dire aux gens qui rentrent avec moi pour négocier, par exemple des syndicalistes, que vraiment je les reconnais. Et il faut que qu'il y ait une forme de sincérité. Que ce ne soit pas juste un discours parmi mille autres. Il faut qu'au fond, il y ait une histoire aussi. Il faut qu'ensuite il y ait des actes, que ça suive, et que les gens ont la mémoire longue, et qu'après, on n'ait pas cherché à tromper les gens avec qui on a négocié. On est facilement blessé par les petites phrases, casse-toi pauvre con, tu as qu'à traverser la rue pour trouver un boulot, etc. Moi, comme ça, justement, je me dis, on va quand même pas se rouler par terre pour une petite phrase de ce genre. Bon, je me moquer de mon avis, mais ça me fait plutôt rire, en réalité. Mais c'est vrai que beaucoup de nos compatriotes sont profondément blessés. Ils y voient un mépris. Et justement, il y a un manque de reconnaissance, d'estime d'eux-mêmes aussi, peut-être, qui fait qu'ils se sentent méprisés, à tort ou à raison, peu importe. Ce qui compte, c'est le ressenti, en fait. Ce qui compte, c'est le ressenti. Et finalement, l'essentiel, s'il y avait quelque chose à retenir, ce serait que, pour être reconnus, nous désirons faire des choses difficiles. Et ça ne va pas du tout dans le sens de « on va vous faciliter la tâche », on va vous équiper avec tel ou tel truc. Parfois, les gens ne sont pas très contents, y compris, je pensais en fait à cet article sur les ouvriers à la SNCF, ils préféreraient qu'on aller travailler sous la pluie et que ce soit pénible, plutôt qu'être dans un bureau, parfois, appuyer sur un bouton. Enfin, j'ai l'impression que c'est ça. C'est assez paradoxal. Attention, il y a peut-être des DRH ici qui vont me dire « Oh là là, vous vous trompez complètement ». Je vois que Madame est DRH. Vous vous trompez complètement. Les études montrent que les Français préfèrent être assis, appuyés sur un bouton, plutôt que de subir les intempéries. Mais intuitivement, enfin, au vu de ce que dit Hegel, moi, j'aurais tendance à dire que nous aspirons à des choses difficiles. Mais encore faut-il qu'elles soient reconnues comme difficiles et qu'on en tire une certaine fierté. Je récapitule ce dernier point, puis on va ouvrir la discussion. Au fond, Hegel dit qu'est-ce que nous désirons vraiment pour avoir cette reconnaissance? Eh bien, quelque chose qui montre que nous sommes au-dessus de la simple animalité en nous, au-dessus des désirs un peu triviaux. Au fond, quelque chose de noble. Et si vous proposez quelque chose de noble aux gens, généralement, ils marchent. Si vous leur proposez quelque chose qui est un objectif, soit difficile, soit grand,
qui va les hisser, qui va les élever au-dessus d'eux-mêmes, généralement, ils sont emportés par votre proposition. Ils se sentiront plus humains. Voilà. Et je crois que c'est le point avec lequel je termine.